Le développement durable, c'est bien plus que faire du recyclage. Ça touche 3 grandes sphères, l'environnement, l'économie et la vie sociale. Et saviez-vous qu'elles sont intimement reliées entre elles? Plus important encore, saviez-vous que le développement durable, ça aide à créer un monde meilleur maintenant et pour les générations à venir? Bienvenue dans le balado embarqué vers le développement durable grâce aux jeunes intervieweurs. Série spéciale dédiée au développement durable est réalisée par la Société d'aide au développement des collectivités de Nicolet et Bécancour, la SADC, et rendue possible grâce au financement de la Fondation Alcoa et du partenariat de la radio via 90.5. Avec l'aide des élèves de l'école secondaire Les Seigneuries de Saint-Pierre-les-Béquets, plus précisément la Brigade, un groupe d'élèves de différents niveaux du secondaire qui ont à cœur l'environnement local, et avec l'implication de Marlène Dubois, animatrice à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire, 4 entrevues ont été réalisées avec des entreprises et organismes des MRC, Nicolet-Yamaska et Bécancour, qui ont intégré les pratiques du développement durable. Ces organisations ont toutes été accompagnées par des conseillers en développement durable de la SADC de Nicolet-Bécancour via le programme Proaction. Chacun de nos épisodes vous présente une entreprise ou un organisme qui a décidé d'implanter le développement durable dans son milieu de travail pour s'assurer d'un avenir prometteur aligné avec ses valeurs profondes. Ici Martine Vidot, conseiller stratégique en développement durable à la SADC de Nicolet-Bécancour. Il me fait plaisir de vous présenter cet épisode avec la participation de Sébastien Jubinville, agent en communication au parc de la Rivière-Gentille. Bonne écoute! Allô Chloé, moi et Camille, on s'en va faire du plein air en fin de semaine. Est-ce que ça te tente? Ben oui, c'est sûr. Vous allez où? On sait pas trop encore où aller. Connais-tu une place? Mais oui, je connais une place, au parc de la Rivière-Gentille. C'est trop beau là-bas et c'est dans notre secteur en plus. Ah ouais? Est-ce qu'on peut y faire autre chose que juste la randonnée? Certainement, on peut aller faire du vélo de montagne ou du fat bike et encore même du camping. Il y a aussi une piste d'exercice et plein de sortes d'activités organisées. Trop cool! On y va? En plus, j'ai entendu dire qu'ils ont mis plein d'initiatives environnementales ou sociales de l'avant, comme un jardin pour les monarques et même des sentiers adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Oh, c'est bien chouette! Ça me donne encore plus le goût d'y aller et surtout d'en savoir plus sur ce qu'ils font. Parfait, on va aller chercher Camille et on pourra questionner directement Sébastien du parc. OK, on se rejoint tantôt! Bonjour, je suis Camille Prézé, journaliste des Seigneuries. Nous sommes accompagnés de Sébastien Jubinville. Bonjour Sébastien. Bon matin. Et merci beaucoup d'être là. Bonjour aussi à mes 2 partenaires de l'entrevue, Chloé Desrochers et Delphine Provencher. Bonjour! Allô? Sébastien, le parc de la Rivière-Gentille est vraiment connu dans notre secteur pour tout ce qui est plein air. Qui dit plein air dit nature et environnement. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce que vous faites au parc de la Rivière-Gentille? Absolument. Parc de la Rivière-Gentille, on est une entreprise qui a été fondée en 1992. On offre beaucoup de services, tout ce qui est camping, randonnée pédestre, vélo de montagne. On est ouvert 365 jours par année. On a aussi beaucoup de sentiers adaptés pour les personnes à mobilité réduite. On a des chalets à mobilité réduite. On a des offres pour les groupes scolaires, des groupes corporatifs. On a une piste d'exercice. Puis on est surtout très présent dans notre communauté. Je sais qu'il y en a beaucoup à dire, mais pourriez-vous nous résumer ce que vous avez fait dans les dernières années en matière d'action environnementale? Ben oui, écoute, on est un parc régional, donc beaucoup de personnes s'attendent à ce qu'on travaille pour la nature. Ce qu'on a fait beaucoup, c'est réduire notre utilisation de papier. En faisant ça, on a créé des codes QR pour tout ce qui était nos informations. On a décidé de vraiment réduire tout ce qui était mailing, donc envoyer soit des pamphlets publicitaires ou des trucs comme ça par la malle, puis vraiment y aller de façon interactive, de façon virtuelle un petit peu plus. Après ça, on est allé le côté de la gestion des déchets. On a vraiment enlevé partout sur le camping tout ce qui était petites poubelles, en fait, pour remettre des grosses poubelles plus centrées puis plus stratégiques, ce qui fait que les gens, ils contrôlent un petit peu plus la gestion des déchets. Ça, c'est une autre chose qu'on a faite. Dans les travaux qu'on a fait dans les dernières années, on a fait beaucoup de travaux aussi. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'avec les travaux, les arbres qui ont été coupés pour réaliser les travaux, on a récupéré ces arbres-là.
pour faire une piste d'hébertis, pour modifier une piste d'hébertis, pas tant pour la faire, mais pour la modifier. Ça fait partie, entre autres, là, des trucs qu'on a fait dans le développement durable. Qu'est-ce que ça prend pour être capable d'initier des grands changements environnementaux dans une entreprise, par exemple, juste de réduire la quantité des papiers utilisés ou de déchets? Ça prend beaucoup de volonté, première des choses. C'est ce qui est le plus important. Si tu y crois vraiment, si tu as de la volonté dans ton produit, dans ton projet de développement durable, ça va aider beaucoup. Après ça prend les ressources. Puis les ressources, on parle autant financières que matériel et physique. Ça prend les personnes pour le faire. Ça prend des sous parce que c'est sûr que c'est triste, mais de faire un changement puis tout ce qui... Quand on dit on fait pas d'omelette sans casser deux, ben c'est un petit peu ça. Tout ce qui est changement comme ça va avoir des coûts avec ça. Fait que ça prend quand même les reins solides aussi pour faire ça. Mais ça prend surtout, comme je dis, de la volonté. Ça prend une bonne main-d'œuvre qui croit au produit, puis des bonnes ressources financières qui aident beaucoup aussi. Là. Moi, j'avais une petite question sur votre jardin des monarques. Je trouve que l'idée est vraiment très intéressante avec tout ce qu'on entend parler sur les pollinisateurs dans les médias. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette initiative et quelle était l'idée derrière ce projet-là? En fait, ça a fait partie, on a un champ d'épuration à l'entrée du parc qui était pas très, très esthétiquement beau à voir, si on peut dire. Puis c'est vraiment ce qui est, quand tu arrives au parc de la Rivière-Gentille, c'est ce qui est pas mal la première chose que tu vois. Donc, on voulait un petit peu redonner de l'amour à ce petit champ d'épuration-là. Fait que qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a planté, dans le fond, des esclapiades. Les esclapiades, c'est une plante indigène qui attire tout ce qui est, oui, les monarques, entre autres, mais tout ce qui est les abeilles, les papillons, tout ce qui est pollinisateur. Fait que ça fait qu'à long terme, non seulement ça va être plus beau, parce que là, déjà, cette année, on a vu que ça commençait à prendre un petit peu d'envergure, ça commençait à grossir un peu les plantes, mais c'est que d'ici, on s'attend à peut-être un 5 à 10 ans, il va y avoir des périodes d'années où ça va être plein de monarques, ça va être orange à grandeur. Fait que le pourquoi qu'on l'a fait, c'est vraiment, pour aider la pollinisation, c'est vraiment aussi le côté esthétique, donner un côté plus fun, puis d'instruire un petit peu les gens aussi là-dessus, parce que tout le long de ce jardin-là, il y a des panneaux d'interprétation qui expliquent la pollinisation, c'est quoi, pourquoi ça peut être bon aussi pour l'environnement. Aussi, comment fonctionne le jardin et qui en bénéficie? Bien, comment fonctionne? Comme dit, c'est vraiment des plantes indigènes. Fait que c'est laissé là. Ça a été... en fait, on a parti les pousses il y a 2 ans pour au moins donner une bonne fondation au jardin des monarques. Mais maintenant, à cette heure, il y a un système d'irrigation qui a été mis pour tout ce qui est l'eau, parce que c'est sûr qu'il est en plein soleil, fait que ça prend beaucoup d'eau quand même pour l'aider. Puis vu que c'est un milieu naturel, si on se fiait juste à la pluie, des fois on a, des fois on n'a pas. Fait qu'on a vraiment, c'est Julien qui a créé ça au parc, un système d'irrigation qui est vraiment automatisé, qui se fait. Fait que ça se fait automatique. Puis qui peut en profiter? Bien, comme je dis, tout le monde, c'est vraiment à l'entrée du parc. Fait qu'il y a un sentier qui passe à côté. Fait que n'importe qui vient au parc peut passer à côté de ce beau jardin-là. Là. Vous avez aussi un volet alimentaire au parc. Est-ce que vous incluez d'autres principes du développement durable dans cet aspect? Bien, absolument, parce que dans le fond, on n'a pas de service, nous autres, on n'offre pas de service alimentaire, sauf qu'on a des frigos avec des petits mets préparés que le Moulin Michel fait. Puis quand on parle de développement durable aussi, il y a aussi le côté économique et social d'encourager les petites entreprises locales. Fait qu'on a le Moulin Michel qui nous fournit des beaux petits plats préparés, autant des petits sandwichs, des petits wraps, des petites salades, des potages, des desserts. On a aussi l'année passée, côté alimentaire, Julien, encore là, je parle de Julien parce que c'est lui qui s'occupe du territoire au parc, il a fait un petit jardin communautaire à l'entrée du parc. Avant, on avait juste une citrouille, parce que dans le coin, il y a un fameux concours, le potiroton, pour faire grossir une citrouille, mais on avait un jardin, on avait l'espace pour. Julien a décidé dedans d'installer, dans le fond, un jardin communautaire. Ça fait que les gens, maintenant, depuis l'année passée, ils peuvent venir se servir à même le jardin. On a vraiment de tout, des tomates, des carottes, des concombres, des courges, de la salade, des fines herbes aussi beaucoup. Fait que c'est vraiment les deux volets qu'on a amenés côté en développement durable pour le côté alimentaire. C'est très intéressant, merci. Je trouve vraiment intéressant tout ce que vous faites et particulièrement par rapport à votre gestion de l'eau. Quels sont les changements et les impacts que vous avez apportés pour réduire le gaspillage de l'eau au parc? Bien, comme on dit, le système d'irrigation qu'on a créé, que Julien a créé, c'est de l'eau qu'on récupère. Fait que des barils d'eau qu'on récupère l'eau des pluies, entre autres, pour pouvoir les redistribuer dans le jardin communautaire, dans le jardin du monarque. Ça, c'est une des grosses parties. On commence à en mettre de plus en plus aussi près des chalets,
avec encore là, des gros barils pour récupérer l'eau des pluies. C'est pas mal les grosses sections qu'on fait parce qu'en ce moment, l'eau n'était pas potable au parc à l'heure qu'on se parlait. Elle devrait l'être bientôt, mais quand même d'aller chercher ça, de récupérer l'eau des eaux parce qu'on sait qu'il y en a quand même beaucoup qu'on peut récupérer par les pluies. C'est vraiment les grosses parties. Donc, l'irrigation de nos jardins et la récupération de l'eau des pluies. Que ce soit pour la réduction de l'eau, des déchets ou du papier, les clients ont vécu des changements. Comment ont-ils réagi? Bien, comme je disais tantôt, on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Fait que c'est sûr que de tout changer ça, d'enlever les poubelles, parce qu'avant, il y avait vraiment des poubelles à tous les terrains de camping. Fait que d'enlever des poubelles que les gens cherchaient, qui sont obligés, en gros guillemets, de garder une poubelle sur leur terrain tout le week-end puis de gérer eux-mêmes leurs déchets, c'est sûr que ça en a froissé quelques-uns. Même affaire quand c'était le temps de faire tous les travaux pour amener un sentier sans obstacle, le jardin des monarques, le jardin communautaire, c'est sûr ça a été des travaux, fait que ça a engendré un petit peu de frustration. Mais quand on parle tant de communication, mais c'est ça, c'est quand on en parlait, quand on disait le pourquoi qu'on le faisait, souvent les gens étaient compréhensifs puis ils étaient derrière nous autres plus que d'autres choses. Sentez-vous qu'à quelque part, il faut un peu obliger les gens pour arriver à changer les comportements et les mentalités? Les obliger, non. Je pense qu'il faut juste, comme je disais, il faut juste communiquer, il faut juste parler. J'ai été élevé d'une façon que tout se dit, mais une façon de le dire. Fait que je pense que c'est juste de ne pas le forcer. Si tu forces les gens à rentrer dans le développement durable en leur disant « ne fais pas ci, ne fais pas ça », je pense pas que c'est la façon de faire. C'est juste la façon de le communiquer, plus de dire qu'est-ce qu'on peut faire qui peut aider et non pas forcer les gens à le faire. Maintenant, si on parle plus de l'aspect social du développement durable dans votre entreprise, posez-vous des gestes qui ont une portée sociale dans la communauté? On essaie de plus en plus. Comme je dis, on essaie d'aller chercher, quand je parlais qu'on veut être présent dans la communauté, on essaie d'être des ambassadeurs, on essaie d'être des partenaires de tout le monde un petit peu, de ne pas être juste le parc de la Rivière-Gentille. On veut travailler justement, on parlait de la radio, oui, via 95, le Moulin Michel, le Musée de la biodiversité, on veut travailler avec eux autres. On fait des levées de fonds aussi maintenant. On veut ramasser de l'argent, oui, mais la redonner. Puis quand on fait des levées de fonds, souvent, va être pour des organismes. On l'a fait déjà pour le cancer du sein, on l'a fait pour les maladies mentales, on l'a fait pour la sclérose en plaques. Cette année, on va le faire pour Fondation Santé, Bécancour, Nicolas-Yamaska. Donc, on aime ça ramasser des fonds pour la redonner à la communauté. Et comment faites-vous pour choisir les organismes qui bénéficient de votre soutien? Quels sont vos critères? Je dirais qu'on veut rester dans l'humanisme le plus possible. Fait qu'on ne veut pas donner juste à une compagnie X. On va donner, comme je disais, ceux que j'ai nommés, cancer du sein, ça touche beaucoup de femmes. Maladies mentales, on venait de sortir de la COVID, c'était très important d'en parler. Sclérose en plaques, beaucoup plus de personnes qu'on pense sont touchées par ça. Cette année, pourquoi la Fondation Santé? C'est que c'est une fondation, dans le fond, qui a donné beaucoup, beaucoup de belles ressources à des organismes dans la santé, dans la région. Fait qu'on essaie vraiment d'aller chercher des organismes qui sont, comme dit, plus le côté humain de la chose et non pas une entreprise, mais plus quelque chose qui est humain. Une chose qui nous a touchés aussi quand on a appris ça, c'est que le parc a un souci d'inclusion pour toutes les personnes. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour inclure le plus de personnes possible à venir pratiquer du plein air au parc? Ça, c'était très, très important. Puis je suis content que tu en parles parce que malheureusement, souvent, le plein air, les gens vont penser plein air. Quelqu'un qui est en mobilité réduite, puis la mobilité réduite, c'est pas juste les chaises roulantes. C'est quelqu'un en poussette, c'est quelqu'un avec une marchette, une canne, et ainsi de suite. Souvent, ils vont s'éloigner de tout ce qui est plein air parce que c'est de la montagne, c'est du camping, c'est des chalets à des places qui sont isolées, qui sont éloignées. Nous autres, ce qu'on a fait, on a vraiment refait un sentier au complet qui est sans obstacle. Quand il est sans obstacle, on parle qu'il est quand même dégagé, que quelqu'un en chaise roulante pourrait le faire au complet. On a réadapté 2 chalets complètement. Fait qu'encore là, quelqu'un qui arrive en chaise roulante, bien, la rampe d'accès, les portes ont été changées, la cuisine, le vanité, nommez tout, ça a été fait. On a aussi le côté, quand on parle d'inclusif, il y a le côté, comme je dis, mobilité réduite, mais il y a aussi le côté des handicaps, autant visuels qu'auditifs. Fait qu'on a créé des audio-guides. Fait quelqu'un qui est aveugle, qui est non-voyant, il y a des audio-guides qui fait qu'il peut quand même apprendre beaucoup des choses du parc en se promenant dans notre sentier qu'on passe. C'est des audio-guides qui ont été faits vraiment en géolocalisation. Fait que tu te promènes avec l'application, puis quand tu es rendu dans un rayon X de la pastille, mais ça part automatiquement dans tes oreilles. Puis à l'inverse, mais quelqu'un qui est sourd, qui est malentendant, mais on a fait faire des panneaux d'interprétation qui fait que les gens peuvent lire un petit peu plus justement par rapport, tantôt on parlait de Jardin des Monarques, par rapport à l'histoire du parc, par rapport à la présence Wabanaki. Fait que c'est vraiment ça. On est allé chercher le côté pour les non-voyants, pour les malentendants, pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite.
C'est vraiment le fun. Comme ça, tout le monde peut y aller. On essaye. J'imagine que vous avez beaucoup d'employés pour l'entretien du parc. Et pour tous vos volets, quelles sont vos actions pour améliorer la qualité de vie de vos employés et pour les garder? Il y en a eu beaucoup de dernières années. Tantôt, je parlais des gros travaux qu'il y a eu. Bien, on a fait un nouveau, on l'appelle la bâtisse multifonctionnelle, mais en fond, c'est un gros garage pour les employés. Alors, on a créé une nouvelle salle on a fabriqué, on a fait faire une nouvelle salle des employés. Donc, vraiment une cuisine intégrée, salle de bain juste pour eux autres. Côté aussi à l'interne, tout ce qui est, on parlait tantôt de réduction de papier, mais il y a beaucoup avant, c'était des petits post-it que tout le monde se laissait un petit peu partout. Là, on a vraiment des services qui sont plus informatisés. Fait que chaque employé peut l'avoir sur son téléphone ou sur le laptop qu'on a dans le bureau, ce qui fait que c'est plus facile de communiquer aussi entre eux autres. On travaille beaucoup aussi pour, justement, autant des petits bénéfices pour les employés, quelqu'un qui vient travailler au parc, mais les avantages qu'il peut avoir autant, son linge qui est payé, l'accès gratuit pour lui et sa famille proche, des réductions sur l'hébergement, sur le camping, la location, et ainsi de suite. Fait que c'est tous des petits trucs qu'on fait pour faciliter un petit peu la tâche de nos employés. Là. C'est très impressionnant tout ce que vous faites. Autant au niveau social qu'environnemental, avez-vous déjà reçu de l'aide justement pour réfléchir à l'approche du développement durable dans votre entreprise? Et comment avez-vous réussi à mettre tout ça en place? Oui, on a eu de l'aide. Tantôt, quand je parlais du côté financier, c'est un petit peu ça. On a été justement très bien chapeauté par la SADC dans la cohorte Proaction 2021, si je ne me trompe pas. La SADC, ce qu'ils ont fait, c'est justement, ils nous ont vraiment établi un plan pour dire qu'est-ce qu'il y avait à faire. Parce que le développement durable, c'est très, très large. On pense tout le temps, au début, juste le côté récupération puis déchets, mais c'est beaucoup plus large. On parlait tantôt de société, on parlait de alimentaire, on parlait de gouvernance, on parlait de social. C'est plein d'affaires que quand tu ne sais pas, puis tu t'embarques là-dedans, puis quand je disais tantôt, ça te prend de la volonté, ça te prend des ressources, bien c'est ça. La SADC nous ont sorti vraiment un plan, voir qu'est-ce qui était faisable. Ils nous ont pas dit quoi faire. Même principe que tantôt, ils nous ont pas forcé à le faire. Ils nous ont juste dit qu'est-ce qui serait bon pour vous autres. Ça serait de faire telle action. C'était à nous autres de décider si on les faisait ou pas. Fait qu'on a eu ça. Puis au travers de ça, on a eu des aides financières aussi. Kéroul, qui est l'association pour les personnes à mobilité réduite, nous ont donné des beaux sous pour justement faire l'aménagement de sentiers et ainsi de suite. Parce qu'encore là, ça coûte beaucoup de sous tout le temps, ça. Fait que oui, ça prend un petit peu d'aide de extérieur, autant de la SADC que de tous les partenaires financiers qu'on a eus. Qu'est-ce que ça prend aussi comme attitude pour arriver à voir les changements qu'on imagine à se réaliser? Comme je disais, c'est juste la volonté puis être positif. C'est de voir que chaque petit geste qu'on fait peut créer de quoi. C'est d'arrêter de voir la grosse image puis de vouloir tout changer puis de vouloir se dire on va sauver la planète en faisant tout ça. C'est plutôt d'y aller une étape à la fois, le petit geste qu'on fait chacun. Fait que tu sais, je te dis que l'attitude qu'il faut avoir, c'est juste d'être positif là-dedans, c'est de vouloir le faire. Quand tu le fais pour les bonnes raisons, c'est comme n'importe quoi. Quand tu embarques dans quelque chose parce que tu y crois vraiment, le reste va te suivre automatiquement. Pour terminer, comment faites-vous pour partager l'approche du développement durable à vos clients? On en parle beaucoup. On essaie d'en parler. Moi, ma job, justement, au parc, c'est ça, c'est les communications, c'est de parler. On en parle. On essaie de faire prendre conscience le pourquoi qu'on le fait. Comme je disais tantôt, puis comme je viens d'expliquer, c'est de ne pas forcer les gens, de ne pas dire « là, ça va être comme ça, vous allez vous adapter ». C'est vraiment à nous autres de lui parler le pourquoi qu'on le fait, comment chaque personne peut faire le petit geste qui va faire changer. Fait que c'est de lui parler, tout simplement en lui expliquant. Il y en a qui avaient des incertitudes, c'est bien évident, mais ces incertitudes-là, c'est à nous autres de lui faire comprendre pourquoi qu'on le fait, dans quelles raisons, puis c'est quoi la vision qu'on a de tout ça. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions et surtout pour toutes vos belles initiatives qui ont une grande portée sociale et environnementale. Bien, merci à vous trois. Merci. Merci. Vous l'aurez compris, implanter le développement durable dans son organisation, ça ne se fait pas en criant « ciseaux ». Les efforts que comprend cette démarche méritent d'être soulignés parce que nous espérons que ces exemples inspirent d'autres entreprises ou organismes à suivre le pas. Nous souhaitons que notre balado vous sensibilise, mais surtout que ces personnes qui ont travaillé fort pour créer un monde meilleur vous amènent à réfléchir à ce que vous pouvez faire vous aussi. Même si vous commencez seulement par un petit geste, vous faites déjà une grosse différence dans la vie des générations futures. Au nom de tous les élèves de la brigade de l'école secondaire Les Seigneuries de Saint-Pierre-les-Béquets, merci de nous aider à créer un bel avenir.
Et encore une fois, merci à notre partenaire principal, la Fondation Alcoa, qui a rendu possible la réalisation de ce balado. Un merci tout spécial à l'école secondaire Les Seigneuries pour leur support et leur accueil, à Marlène Dubois, animatrice à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire, Natacha Pelletier à la coordination et réalisation, Via 95 pour l'enregistrement du balado et surtout, merci à vous pour votre écoute.